Donc, bonjour, merci d'être là pour le lancement du groupe local du Lierre en Bourgogne-Franche-Comté. Pour lancer les sessions qui seront à venir dans le groupe local, euh, je vais vous parler aujourd'hui des enjeux territoriaux relatifs à la sobriété foncière. Et sans plus attendre, je vais passer par une petite définition de qu'est la sobriété foncière pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du terme. Donc, la sobriété foncière, globalement, ça peut être considéré comme la réduction de l'artificialisation des sols. Mais qu'est-ce que l'artificialisation des sols? Il y a trois manières de définir. Soit la consommation d'espace, donc ça va être le changement d'usage des espaces naturels, agricoles ou forestiers, des espaces NAF, à destination d'autres usages, du logement, de l'activité, des infrastructures comme les voiries, les transports ou encore des lignes, des carrières, des décharges. L'imperméabilisation des sols va fait attrait à la modification, à la réduction des échanges physiques entre les différentes couches du sol. Donc, par exemple, euh, toute consommation du sol n'entraîne pas forcément le même niveau d'imperméabilisation des sols. Si on a une maison pavillonnaire, toute la surface va être considérée, toute la parcelle va être considérée comme artificialisée du point de vue de la consommation d'espace. Par contre, du point de vue de l'imperméabilisation des sols, seule la surface bâtie va être considérée comme totalement imperméabilisée, alors que euh, la partie jardin va être considérée avec, surtout si elle est restée en herbe, moins imperméabilisée. Et enfin, une troisième dimension. Et la troisième définition de l'artificialisation des sols, c'est via l'étalement urbain, qui fait référence du coup à une forme spécifique de développement caractérisée du coup par une dédensification plus on va s'éloigner du centre. Alors pourquoi est-ce que la sobriété foncière est devenue un enjeu important et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Premièrement, parce que l'artificialisation des sols est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur depuis les années 70 et notamment avec l'avènement de la voiture individuelle. Ces données sont un peu passées, mais elles me permettaient d'avoir une période temporelle plus assez grande. Donc, comme on peut le voir ici, sur 20 ans, entre les années 80 et les années 2000, la surface artificialisée en France a augmenté de quasiment 40%. Et sur un peu plus de 30 ans, entre les années 80 et les années 2014, là, les surfaces artificialisées ont augmenté 70%, alors même que la population n'a augmenté que de 20%. Donc ça veut dire plus la population augmente, mais plus on va artificialiser de plus en plus. Et quelle est la cause de ça? C'est principalement l'habitat individuel et les réseaux de transport, les réseaux routiers principalement, qui sont conditionnels en fait à l'accès aux habitats, deviennent de plus en plus éloignés du fait de l'habitat individuel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, l'artificialisation des sols considérée en tant que consommation d'espace a une partie pour l'habitat individuel qui est imperméabilisée, l'autre pas imperméabilisée, qui fait tout à fait référence au modèle pavillonnaire. Et, et la deuxième raison pour laquelle on parle de la sobriété foncière, c'est parce que, est-ce que c'est si gênant qu'on artificialise un peu plus du territoire, sachant qu'au total, les gens vous diront qu'il n'y a que 9% du territoire français qui est artificialisé, donc ce n'est pas si gênant, même si la tendance est quand même c'est un peu infléchi à partir des années 2010, mais reste quand même assez importante. Et la raison, c'est, oui, c'est plutôt un problème, parce que l'artificialisation des sols a deux conséquences fortes. La première, c'est l'atteinte des fonctions écosystémiques des sols. Je vais pas faire le tour de tout, mais par exemple, un sol imperméabilisé, notamment, va empêcher l'infiltration et le stockage des eaux pluviales, ou même la dépollution de l'eau, et ce qui peut notamment entraîner des risques d'inondations qui sont plus élevés. Un sol imperméabilisé sur lequel il n'y a pas de production végétale va empêcher aussi euh, d'avoir des espaces qui vont être arborés et qui vont permettre notamment le rafraîchissement de l'air et donc du coup qui permettrait de contrer en ville la création d'îlots de chaleur et permet et empêche également le stockage de carbone qui permet de limiter, de compenser les émissions carbone qui peuvent être faites par ailleurs. Donc d'un côté, on va avoir des fonctions écosystémiques des sols qui vont être dégradées. Donc du coup, sans vous faire tout le schéma, mais ça entraîne une résilience relative, une résilience climatique plus faible. Et d'un autre côté, l'étalement urbain notamment est la cause et la conséquence d'une dépendance à la voiture importante. Et donc du coup, la, va renforcer le changement climatique avec dans un cas où il y a une absence de transport en commun, transport collectif décarboné, ce qui est souvent le cas avec beaucoup de voitures et même
des habitats pavillonnaires, il va y avoir une efficacité énergétique qui est plus faible par rapport à des collectifs où il y a partage de chaleur ou même du logement mitoyen parmi d'autres effets. Donc, puisque la sobriété foncière est un enjeu majeur de sa tendance et de ses enjeux et de ses conséquences néfastes pour l'environnement, c'est un sujet qui est apparu dans le droit relativement, enfin, depuis de nombreuses années, et notamment avec la loi SRU de solidarité et renouvellement urbain de 2020, de 2000, des années 2000, qui fait une première mention de la gestion économe des sols et d'une gestion plus intégrée, plus systémique des espaces à la fois urbanisés, mais aussi agricoles, naturels et forestiers, dans le cadre de la création d'espaces, des schémas de cohérence territoriale. Et je vous passe là, mais c'est pour vous montrer un peu l'évolution temporelle. Et le plan biodiversité 2018, c'est lui qui va mentionner pour la première fois l'objectif de zéro artificialisation nette, qui est une forme de concrétisation du concept de sobriété foncière dans le droit. Et c'est la loi climat et résilience de 2021 qui va en apporter une définition juridique qui peut aussi définir les termes à la fois de l'artificialisation des sols et de la consommation d'espace. L'artificialisation des sols étant définie dans la loi dans ce contexte comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques des sols. Donc, il se rapproche plutôt de la définition de l'internalisation des sols. Et la loi ZAN de 2023, donc de juillet, elle va donner des précisions sur la mise en place effective, concrète, de l'objectif de zéro artificialisation ZAN, notamment à travers 3 décrets d'application qui ont été publiés en novembre 2023, donc relativement récemment. Je vais essayer de vous présenter l'objectif ZAN et qui est quand même un enjeu majeur au niveau territorial, à tous les niveaux, et on va y revenir après. Donc l'objectif, c'est d'atteindre la zéro artificialisation nette à partir de 2050, c'est-à-dire que tout hectare qui va être artificialisé devra être compensé par ailleurs pour que le niveau d'artificialisation de la surface du territoire français reste constant à partir de 2050. Pour y arriver, 3 phases sont définies pour réduire le rythme d'artificialisation des sols. Dans la première phase sur laquelle on est, entre 2021 et 2031, l'objectif c'est de réduire de 50% la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la période de 2011-2021. Donc là, on voit que c'est une définition surfacique, une définition quantitative qui est prise. Et c'est parce que, pour des raisons pratiques, parce qu'on avait déjà les mesures, donc on est capable de calculer la différence par rapport à la période 2011-2021, et parce que ça permettait une implémentation plus simple. Mais à partir de 2030, la loi a vocation à prendre en compte la définition de l'artificialisation des sols à travers, du point de vue des fonctions écosystémiques, pour avoir une vision plus fine des conséquences d'artificialisation sur les sols. Donc pour la période actuelle, en 2011-2021, il y a environ 250 000 hectares qui ont été artificialisés, qui nous fait un budget pour la période d'environ 125 000 hectares, si on arrondit, et qui vont devoir être répartis donc, sur l'ensemble du territoire national. À cela, il faut retirer 12 000 hectares, 12 500 hectares pour des projets d'envergure nationale, européenne ou des projets d'envergure régionale. Donc ça va par exemple être des autoroutes, des hôpitaux, des aéroports, des infrastructures qui vont stabiliser tout le territoire et qui ne seraient pas juste imputés seulement à la commune où le projet va être implanté. Et aussi la garantie communale de 1 hectare pour chaque commune ayant un plan local d'urbanisme. Cette mesure-là a été poussée par le Sénat dans une optique d'équité territoriale, mais on pourra y revenir. Donc en fait, dans ce budget-là, grosso modo, il reste environ 88 000 hectares à répartir entre les territoires. Et ce qui est juste intéressant, et on va compléter après, de mettre en perspective, c'est les besoins qui ont été estimés. Donc pour le logement, ça cache, mais il y a toutes les sources au-dessus, il y a une page de ressources, de référence à la fin. C'est une estimation de France Stratégie basée sur les estimations des besoins en logement faites par l'INSEE et le ZES. Et pour l'estimation de la réindustrialisation, c'est la publication de Michel Blaiseau sur les besoins de la réindustrialisation, qui est un préfet qui a fait ça dans le cadre d'une commande interministérielle. Donc du coup, voilà, on voit que les besoins estimés, c'est 120 000 hectares pour le logement, 22 000 hectares pour la réindustrialisation, alors que on a 88 000 hectares à répartir entre les territoires. Donc,
comme on peut s'en douter, la sobriété foncière et l'objectif du ZAN sont très importants d'un point de vue écologique et pour la préservation à la fois de la résistance écosystémique, mais aussi euh, pour la protection de la biodiversité, mais ça va entraîner de nombreux autres enjeux qu'il sera peut-être nécessaire d'adresser. Le premier enjeu, du coup, ça va être pour les hectares qui restent qu'on aura le droit d'artificialiser, donc ces hectares artificialisés, de forts conflits d'usage sur ces 88 000. Est-ce que, à quelle destination on va les attribuer? Est-ce que c'est pour le logement, pour l'activité, pour les infrastructures? Est-ce que on va devoir réduire nos besoins, puisqu'en fait, entre les besoins et ce qu'on a le droit d'artificialiser, il y a plus de besoins que de droit d'artificialiser, donc est-ce qu'on doit vouloir hiérarchiser nos besoins? Mais ça semble un peu complexe dans un contexte à la fois de crise de logement, dans un besoin de réindustrialisation et dans un besoin aussi d'infrastructures énergétiques dans le cadre de la transition énergétique. Donc, l'impression que les besoins peuvent sembler tous légitimes, donc avec des difficultés d'arbitrage. Et donc, du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas changer de modèle de construction? Donc, par exemple, en fait, ces 120 000 hectares de logements, ils sont estimés à construction nombre d'hectares, nombre de mètres carrés par ménage équivalent à leur tendance actuelle, et même proportion de maisons secondaires et occasionnelles, et même proportion de vacances. Mais est-ce que du coup on ne pourrait pas construire différemment? Et le besoin de ménage, le besoin de logement qui a été estimé par l'INSEE, c'est 3,1 millions sur la décennie 2021-2031. Et donc du coup, est-ce que on pourrait pas faire ces 3,1 millions de logements sur moins d'hectares en construisant différemment? Et ce changement de modèle de construction, il pose quand même de nombreuses questions aussi en termes de désirabilité sur des villes plus ou moins compactes, et aussi même de résilience écosystémique, puisqu'il y a un débat entre ce qu'on appelle land sharing. Ça veut dire on décide de conserver quand même un peu de nature en ville, même si on s'étale un peu plus, donc on détruit un peu plus de nature, de vraie nature à l'extérieur, de nature ensauvagée à l'extérieur, selon les termes un peu caricaturaux, ou de land sparing, on va essayer d'être le plus dense possible, le plus compact possible, pour laisser la nature intacte autour de nous. Mais la ville en elle-même, c'est totalement bitumée, totalement construite et très haute. Peut-être qu'il y a un enjeu de résistance, de résilience de la ville elle-même. Il y a des enjeux de coûts et d'enjeux techniques aussi relatifs au changement de modèle. Et donc, du coup, puisque ces hectares tertiaires sont de plus en plus rares, il va falloir aussi repenser potentiellement notre rapport aux hectares qui sont déjà artificialisés. Et là, on voit qu'il y a plein d'autres enjeux par ailleurs. Pour ce qui est la mobilisation de l'existant, il y a beaucoup d'études qui mettent en évidence, quand on prend les trajectoires démographiques sur les décennies à venir, que 80% de la ville qui existe, 80% de la ville bâtie, et comble les besoins. C'est les besoins de construction qu'on va avoir pour 2050, il y a 80% qui est déjà existant. Et donc, du coup, c'est l'idée de si on aborde tant de logements et il y a tant de ménages, du coup, on les alloue et on se rend compte que globalement, on comble 80% des besoins. Sauf que la question, c'est est-ce que ces logements sont au bon endroit? Et s'ils sont pas au bon endroit, c'est-à-dire dans des villes où les gens veulent plus aller et la future demande, elle sera ailleurs, est-ce qu'il y a des mécanismes ou des moyens de réorienter la demande sur le bâti qui est déjà existant? Et il y a un autre axe. Donc ça, c'est la question de la localisation du bâti existant, mais aussi la question de la qualité du bâti existant. On a, c'est intéressant, c'est les mêmes chiffres, bon, c'est par hasard, mais sur la décennie, du coup, on a 3,1 millions de logements nouveaux logements de construction qui sont nécessaires. Et en parallèle, en 2022, l'INSEE a estimé qu'il y avait 3,1 millions de logements vacants. Et peut-être que si ces logements sont vacants, c'est pour une bonne raison. Du coup, il y a des enjeux d'obsolescence, soit techniques, soit sociétales, qui fait que les gens ne veulent pas habiter dans ces logements, et pour les mobiliser, et même il y a c'est le cas aussi pour des locaux commerciaux, il faudrait les rénover, mais ça a un coût. Et donc, du coup, quel modèle économique on peut mettre derrière pour mobiliser cet existant? Et voilà, on pourrait décliner, etc., aussi pour la dépollution et la restriction des friches, ou encore le besoin de désimperméabiliser ou renaturaliser des sols qu'on n'utiliserait plus, et qu'on redonnerait à la nature pour pouvoir aller artificialiser là où on en aurait le plus besoin. Mais je vais passer sur ces enjeux-là. Et in fine, ce qu'on observe, c'est que un enjeu majeur va être l'allocation des hectares artificialisés entre les différents niveaux territoriaux, et notamment entre les différentes communes qui auront droit à ces hectares. Comment est-ce qu'on les répartit? Et ça va entraîner
de forts enjeux en termes de développement territorial et d'aménagement du territoire. Et je vous donne beaucoup de questions, parce que notamment, je suis au début de ma thèse, l'idée d'un débat, c'est de vous, c'est de vous laisser apporter des réponses aussi et voir comment vous envisagez les choses. Mais la seule peut-être réponse que je vais faire, c'est sur le sujet de que peuvent apporter les économistes pour alimenter le débat sur Lausanne, puisque j'ai fait une thèse en économie sur la sobriété foncière. Il y a quelques outils en économie qui peuvent être utiles sur ce sujet. Donc, le premier, c'est la mobilisation de données quantitatives qui vont permettre d'estimer la tension foncière, et c'est un projet que je mène en collaboration avec plusieurs collègues au sein du CEDER. Et on est en train de calculer quels sont les déterminants de l'artificialisation des sols, en essayant d'avoir une approche causale, une approche statistique assez rigoureuse, et d'essayer d'estimer le plus fidèlement possible, le plus précisément possible, quels sont les poids, pour savoir en fait quels sont les mécanismes sur lesquels on va pouvoir jouer. Et in fine, une fois qu'on aura bien estimé cette tension foncière, peut-être que là où il faudra autoriser à artificialiser, ce sera peut-être là où il y a le plus de tension foncière, puisque peut-être que c'est là que se trouverait la demande. Donc c'est une des hypothèses que l'on fait. Un deuxième volet, c'est l'estimation en amont de conséquences probables de régulation publique, donc par les politiques publiques, à l'aide de modélisation théorique et de simulation. Et dans le cadre de ma thèse, je vais faire une simulation sur les conséquences de la raréfaction foncière, puisqu'on aura du coup de fait moins d'hectares disponibles à l'artificialisation qu'on avait en proportion de la population les années passées. Et notamment, je vais tester ces différentes règles d'allocation d'allocation d'hectares artificialisés pour mesurer les effets sur le développement territorial, sur les migrations résidentielles, mais aussi sur la répartition de l'évolution des prix immobiliers et fonciers. Et enfin, comme vous le savez, en économie, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites, qui sont le socle des modélisations théoriques, des simulations qu'on va faire, parce que choses qu'on ne peut pas observer, donc on est obligé de faire des hypothèses dessus. Mais heureusement, grâce à l'économie expérimentale, certaines hypothèses, on va pouvoir les tester pour voilà, il y a le cliché de l'économiste avec l'homo economicus extrêmement rationnel, et en fait, de plus en plus, on arrive à s'en éloigner grâce aux estimations faites dans l'économie comportementale. Et l'économie comportementale permet de définir des nouvelles règles, des nouvelles fonctions en fait de comportement qu'on peut ensuite injecter dans nos modélisations, nos simulations, afin qu'elles soient les plus pertinentes possibles. Et dans mon cas, je vais m'intéresser, on va lancer une expérimentation d'ailleurs, je pense à la fin de l'année, pour essayer de comprendre comment certaines informations, l'accès à certaines informations, la présentation de certaines informations à différents représentants locaux, donc soit à des élus, soit à des fonctionnaires territoriaux, va permettre de changer les modes de prise de décision dans le cadre des décisions et des stratégies d'urbanisme et d'aménagement. Donc ça, c'était pour vous présenter, mais peut-être déjà été un peu longue sur comment ça s'articule par l'allocation des hectares dans le cadre de la loi ZAN. Et pour être très très bref, l'État a décidé que c'était aux régions de définir une règle d'allocation pour répartir ces hectares en fait au sein de chaque région. Donc chaque région, eux, ont l'obligation, sauf la région Île-de-France, mais bon, je passe les détails, de réduire de 50% le rythme d'artificialisation entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie 2011-2021. Et ensuite, ça devra être appliqué dans les schémas de cohésion territoriale. Et puis, dans les PLU, donc de manière graduelle. Les plans locaux d'urbanisme. Et où les cartes communales, et c'est pas les mêmes degrés d'urbanisme. Pas tout à fait les mêmes contraintes. Et avec du coup un échéancier à 2028. Et sans rentrer trop dans le détail, le décret de territorialisation des objectifs a proposé 7 critères pour pouvoir aider les régions à définir ces règles d'allocation. Alors, la première chose qui est intéressante de noter, c'est que déjà, cette règle de 50% de réduction du rythme d'artificialisation dans chaque région, en fait, c'est une prime d'une certaine manière aux mauvais élèves, puisque les régions qui auront le plus artificialisé entre 2011 et 2021 auront plus d'hectares disponibles à l'artificialisation en 2021 et 2031. La prise en compte des efforts passés permettrait d'atténuer cette prime aux mauvais élèves, mais la question c'est comment est-ce qu'on la calcule? Est-ce qu'on prend en compte les efforts de renaturation ou de recyclage ou de rénovation urbain? En fait, c'est très difficile parce que c'était quelque chose qu'on ne suivait pas entre 2011 et 2021, donc on a très peu de mesures. C'est
Donc, on ne peut pas vraiment se baser là-dessus. Et deuxièmement, ça favoriserait les communes ou les intercommunalités selon au niveau auquel on se place. Avec une petite précision, le ZAN, dans le PLU, c'est soit au niveau de la commune, soit de l'intercommunalité, en fonction de qui a la compétence d'urbanisme. Mais je vais dire commune à partir de maintenant, parce que sinon ça devient un petit peu compliqué. Et donc, du coup, ça viendrait à favoriser les communes qui avaient des friches à renaturer ou des zones comment dire, à restaurer. Il y a des communes qui en ont juste pas sur leur territoire et du coup, si on prend ça comme effort passé, ça marche pas. Donc, un autre effort qu'on pourrait prendre en compte, c'est l'efficacité de l'artificialisation passée. Donc, c'est-à-dire le nombre d'habitants et d'emplois que chaque nouveaux hectares qui ont été artificialisés entre 2011 et 2021 ont permis d'accueillir. Mais cette dimension-là va renforcer la polarisation entre les pôles urbains par rapport aux zones périurbaines et aux zones rurales. Et ce qui pourrait être à l'encontre d'un objectif qui est plus d'équité territoriale et voire même d'une manière encore plus lointaine de résilience territoriale, puisque si on est totalement extrême et qu'on mettait tous les Français dans une seule ville, et si jamais cette ville reçoit un choc, quel qu'il soit, et ben la société française s'effondre, alors que si c'est plus dispersé, on peut espérer que la société ne s'effondre pas, de manière extrêmement caricaturale. Et les dynamiques, si on prend en compte les dynamiques démographiques et économiques, là encore, on va renforcer la polarisation entre à la fois les pôles urbains vis-à-vis des zones périurbaines et des zones rurales, mais en plus, il y a de gros enjeux d'incertitude. Donc, je vais pas tous vous les faire, mais l'idée, c'est de se rendre compte que à la fois, c'est des enjeux qui sont, enfin, c'est des critères qui sont très complexes, qui sont parfois difficiles à mesurer et qui vont entraîner des formes d'aménagement et en fait des choix politiques qui sont assez forts. Et donc, du coup, on peut se demander finalement, est-ce que les régions sont légitimes pour faire ces choix-là ou pas? Qui l'est si ce n'est pas les régions? Et la proposition que je voulais vous faire pour ouvrir le débat, est-ce qu'il pourrait pas, par exemple, être intéressant d'autoriser une forme de transférabilité, donc d'avoir une première allocation selon des critères qui seraient définis au niveau des régions, mais il y a une forme de flexibilité qui soit autorisée pour les communes d'échanger ensuite les hectares, parce que peut-être qu'on leur a loué des hectares et finalement ils n'en auront pas besoin. C'est très difficile d'estimer la demande. Et donc du coup qu'elles pourraient revendre à d'autres communes qui pourraient, elles, en bénéficier. Et une des idées aussi sur lesquelles on réfléchit, c'est de dire, ça semble pas du tout éthique de ne pas accorder 0 hectare à des communes qui seraient potentiellement en perte de vitesse, pour lesquelles la population diminuerait totalement, parce que ça stopperait toute opportunité de développement urbain. Donc, d'un point de vue d'équité territoriale, ce serait pas juste, mais d'un point de vue environnemental, si ces communes continuent à urbaniser, à artificialiser de la même manière qu'elles le faisaient les décennies avant, et donc du coup souvent on se rend compte que l'artificialisation c'est le fait de petits projets très peu denses dans le milieu rural, c'est la somme de ces petits projets en milieu rural plus que de grands projets dans les zones urbaines. Et donc du coup si on fait business as usual, si on continue à artificialiser de la même manière, et qu'on donne du coup à ces communes rurales des quotas, je caricature encore, c'est pour rentrer dans un timing, et qu'elles continuent à artificialiser en créant que des zones pavillonnaires ou même des résidences secondaires, ça n'a pas de sens d'un point de vue environnemental. Donc l'idée, c'est comment on fait pour arbitrer l'équité territoriale d'un point de vue et l'efficacité environnementale de l'autre. Et une question, ce serait bien, est-ce que de donner de la valeur à ces hectares artificialisés serait pas un moyen de permettre d'équilibrer cet arbitrage, sachant que une des hypothèses, mais c'est ce qu'on aimerait tester dans le cadre de mon expérimentation, c'est est-ce qu'une commune qui pourrait vendre son hectare, par exemple, les hectares qu'elle aurait reçus artificialisés à un prix élevé, ça lui permettrait de financer d'autres projets, serait incitée à le faire, sachant que si elle artificialise et qu'elle artificialise que pour faire 2-3 maisons pavillonnaires, finalement, en termes de taxes foncières, par exemple, elle ne recevrait pas grand-chose, ça lui coûterait beaucoup d'argent, même la taxe d'aménagement, ça ne lui rapporterait pas grand-chose. Et donc, du coup, ce serait moins rentable d'artificialiser pour la commune que de vendre ses quotas et de recevoir de l'argent pour pouvoir financer notamment du renouvellement urbain. Voilà. Et du coup, qu'en pensez-vous? Les critères que vous avez expliqués sur la diapo précédente, ils sont obligatoires? Enfin, c'est le décret qui les impose ou parce qu'ils me semblent un peu nombreux et du coup, j'ai l'impression qu'on va pas avancer si on prend en compte tout ça. Non, du coup, je me suis mal exprimée, ce sont les suggestions
qui ont été faites dans le cadre de la loi pour aider les régions à choisir quels pourraient être les critères à prendre en compte, mais ce n'est pas du tout normatif. D'accord. À ce stade. Et d'ailleurs, pour une petite précision, dans la loi climat et résilience, les, les régions devaient à la fois proposer une règle d'allocation et étaient plutôt incitées à donner un chiffrage de l'allocation au niveau, en tout cas, au moins intercommunal. Et dans la loi ZAN, suite à plusieurs pressions à différents niveaux, les régions ne sont plus obligées de mettre en temps, de proposer un chiffrage précis de l'allocation des hectares artificialisés au niveau intercommunal et communal. Et donc, du coup, ce rôle en creux revient au schéma, au SWOT. Donc, au schéma qui sont soit des échelles intercommunales, oui. Plusieurs intercommunalités. Plusieurs intercommunalités ou, oui, c'est plutôt un regroupement d'intercommunalités, effectivement. Pour être un peu plus précis. Voilà. Alors, en synthétisant, est-ce qu'il y a des mécanismes de coopération et de délibération démocratique, enfin citoyenne, qui ont été prévus dans le cadre de la mise en place du ZAN? La réponse est, pour le cadre, en tout cas d'allocation, non, pas du tout. Et moi, c'est une des dimensions que moi, justement, dans le cadre de ces mécanismes de transférabilité, j'aimerais tester à quel point il serait possible de rajouter de la démocratie participative dans les choix qui sont faits, notamment par exemple au niveau d'une commune. Est-ce qu'il serait, ma question c'est aussi est-ce que c'est faisable? Donc du coup je suis intéressée par l'avis des personnes travaillant à ces niveaux territoriaux, puisque étant au ministère, voilà, parfois on a fait une vision édulcorée de ce qui se passe réellement, mais de tester, voilà, est-ce que par exemple une commune, dans le cadre de cette transférabilité, donc un peu plus de flexibilité, donc c'est l'idée de rendre un peu de pouvoir soit aux communes soit aux intercos, donc celles qui auraient la compétence urbanisme, de faire des choix, de dire est-ce que je vends ou est-ce que j'achète des quotas, enfin des hectares artificialisés. Et j'aimerais effectivement tester dans le cadre de ma thèse à quel point ces choix-là peuvent être faits de manière plus délibérative et quelles seraient voilà les personnes même au sein des fonctions territoriales qui devraient être prises en compte dans la mise en place de ce choix. Et est-ce que c'était possible aussi? Il y a une question de la faisabilité que je ne sais pas encore, mais que je vais traiter. Ok, c'est juste pour résumer donc ce qui a été dit, c'est que je vais pas forcément résumer tout correctement, mais l'idée c'est qu'effectivement les régions étant en charge de cette déclinaison donc de la répartition du ZAN, il y a quand même des instances délibératives avec des élus et donc qui peuvent consulter les territoires notamment à travers d'enquêtes, de réunions. Et après, pour l'instant il n'y a pas encore a priori de consultation citoyenne, mais en tout cas il y a déjà un mode de consultation des représentants des collectivités à travers les régions. Et donc après, il y avait un débat sur effectivement l'allocation. Et donc ce qui était mis en avant, c'était que peut-être au niveau des intercommunalités, il pouvait y avoir effectivement, sans parler de bourse d'échange, en tout cas des discussions en interne à l'échelle intercommunale. Ce qui était peut-être plus facile à gérer que un autre système peut-être qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé? Merci. La question, c'est comment on passe d'une intercommunalité à une autre, par exemple. Et donc, effectivement, la suggestion, c'est de dire pourquoi pas utiliser le SCOT pour passer des échanges entre les intercommunalités. La remarque, en fait, qui est apportée, c'est que si jamais on passe par le marché, finalement, on n'est pas très démocratique et finalement, c'est les élus qui vont avoir ce pouvoir de décider je vends ou je vends pas. Et donc, voilà, ça pose quand même derrière la question de est-ce que le marché est le meilleur choix démocratique? Après, le choix je pense que il peut y avoir beaucoup d'innovation et de créativité dans la manière dont les décisions sont prises. Donc, par exemple, si tu tournes le dos, faut que tu donc potentiellement, on pourrait imaginer, par théorique, que une commune décide du nombre d'hectares qu'elle pense avoir besoin, peut-être qu'elle puisse l'évaluer au cours du temps, parce que là, les allocations, c'est des périodes de 10 ans, mais peut-être qu'il peut se passer un énorme choc, enfin, vous pouvez pas anticiper, même un choc climatique, qui pourrait changer fortement les anticipations qui avaient été faites, notamment en termes de dynamique. Il y a d'autres feux, par exemple, il y a des zones où on pensait qu'il y aurait un développement démographique et économique fort important, et qu'en fait, finalement, il se réduit à peau de chagrin. Et du coup, peut-être que les besoins d'hectares qui auraient été alloués pourraient être moins pertinents de fait de ce choc, parce que leur décision, c'est quand même relativement lent, même si on sait que le temps de l'investissement et des projets qui est un peu long, mais
ans, ça, il y a le temps d'avoir plusieurs phases de projet. Et donc, du coup, ces choix-là peuvent être faits potentiellement, d'un point de vue plus ou moins délibératif, à différents moments, avec différents acteurs et de différentes manières. Donc, sur ça, il n'y a pas forcément besoin que ce soit lui tout seul dans son coin qui joue à trading.com. C'est pas l'objectif.